Merci. Bonjour à tous pour ce 5e panel de la matinée. L'Union européenne et la tentation de l'exit. En clair, c'est tout simple, hein, où en est l'Europe? Pour en parler ce matin, Caroline Fairbairn, qui est de Cambridge et de l'INSEAD, qui est aujourd'hui... Merci. Directrice générale de CBI, la Confédération de l'industrie britannique, qu'il est depuis 2015. Auparavant, elle était passée par McKinsey, la BBC, elle a créé sa propre entreprise de médias, Freeview, et elle a travaillé aussi à ITV. Elle a collaboré avec l'autorité des marchés financiers et d'autres entités. Merci à vous d'être là. Nous avons évidemment très envie de vous entendre un an après le référendum. Benoît Cœuré, qui est un fidèle des rencontres, qu'on connaît bien, que chacun connaît, passé par la direction du Trésor en France. Il est membre du directoire de la Banque centrale européenne depuis 2012. Aux côtés de Mario Draghi, il explique inlassablement aux opinions publiques la politique monétaire et les enjeux de la zone euro. C'est des sujets qui, manifestement, le passionnent 24 heures sur 24, puisque je n'ai trouvé qu'une photo sur son compte Twitter personnel. Il était en vacances sur un lac gelé en Finlande en 2015 avec le gouverneur de la Banque centrale finlandaise. Un homme qui passe ses vacances avec le gouverneur de la Banque centrale finlandaise ne peut pas être complètement mauvais. En tout cas, on l'admire pour ça. À côté de lui, Ross McInnes, franco-australien d'origine écossaise, né à Calcutta. Il est président du groupe Safran, du motoriste Safran, que chacun connaît aussi. Il a dirigé beaucoup d'entreprises dans le monde de la finance. Il est chargé également de défendre les atouts de la région Île-de-France auprès des entreprises de la City. Le choix de vous inviter, Ross McInnes, pour évoquer le Brexit, vous d'origine écossaise, je le disais, à côté du patronat britannique, montre la chaleureuse subtilité de Jean-Hervé Lorenzi. Il est un peu facétieux, notre organisateur, mettre une Britannique à côté d'un Écossais. Et puis, Agnès Benassi-Kéré, qui est la vice-présidente, président étant le Premier ministre du Conseil d'analyse économique, qui nous dira quelques mots, qui nous présentera le sujet et les scénarios européens d'ici quelques minutes. L'Europe, on peut la regarder en réalité aujourd'hui par la face nord ou la face sud, ce qui est sombre et ce qui paraît plus clair, et l'enjeu de ce panel, c'est un peu d'essayer de voir vers quoi on va pencher. La face nord, ce qui est sombre, le Brexit, ses conséquences économiques, 2 ans au moins qui mobiliseront l'attention de tous les responsables européens 24 heures sur 24, une croissance qui remonte mais qui reste modérée. C'est la première fois depuis 50 ans, me semble-t-il, que l'Europe n'a pas de projet à 10 ans et ça n'a pas changé depuis un an. Au total, puisque nous sommes dimanche matin, je dirais que c'est un peu la messe sans la foi. Si on regarde la face sud, Londres en partance, c'est l'occasion de resserrer les rangs, et c'est vrai qu'il se resserre entre Paris et Berlin. Le populisme n'a pas gagné, ni en France, ni aux Pays-Bas. L'idée de défense européenne progresse, la croissance s'améliore quand même, et c'est vrai que les errements américains nous donnent relativement une meilleure figure. Au total, la foi européenne renaîtrait un peu. Qu'est-ce qui est juste? Agnès va nous délivrer quelques scénarios pour les mois et les années qui viennent. Merci beaucoup Dominique, merci. Bonjour à tous. Donc certes, le moral des Européens semble remonter dans les sondages, mais il ne faut pas se cacher, l'Europe fait face à un double malaise qu'il faut traiter. Le premier concerne la zone euro, le deuxième concerne l'Union européenne tout entière. D'abord, la zone euro n'est pas tirée d'affaire. Il y a eu d'immenses progrès depuis le début de la crise. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le mécanisme européen de stabilité, l'union bancaire sont des grandes avancées. Mais il existe encore des risques très importants, notamment ce qu'on appelle la boucle entre banques et souverains. Donc en fait, l'idée, c'est que les banques soutiennent les États et les États soutiennent les banques. Il n'y a pas besoin d'être économiste pour comprendre que ça ne peut pas marcher. Les prêts non performants qui subsistent, le mécanisme européen de stabilité qui est encore peu puissant, les ajustements macroéconomiques qui sont complètement asymétriques et l'absence d'une politique budgétaire d'ensemble. Mais au niveau européen, il y a également un malaise. Le modèle d'intégration européen semble en panne. Il y a encore beaucoup à gagner de l'intégration européenne, notamment avec l'intégration des marchés de services, qui en est encore à ses débuts.
Donc ça, c'est le volet prospérité. Mais les citoyens, de manière rationnelle, je dois dire, vont s'opposer à tout projet d'intégration car ils craignent d'en être les perdants. Donc, nous avons deux problèmes qu'il faut traiter en même temps, pour employer une formule célèbre, et ce n'est pas très facile. Alors, je vais partir de la zone euro, puis après dire des choses plus générales. Je vais vous proposer 3 scénarios sur la zone euro. Le premier, c'est un scénario de consolidation, avec un renforcement du mécanisme européen de stabilité, une finalisation de l'union bancaire, et la mise en place d'une véritable stratégie macroéconomique, notamment avec une simplification et un recentrage de la surveillance macroéconomique des États membres et un dispositif budgétaire commun pour épauler la Banque centrale en cas de crise majeure. On a un deuxième scénario qu'on pourrait appeler un scénario au fil de l'eau ou un scénario de procrastination où le mécanisme européen de stabilité reste inchangé. En fait, il est suffisant en l'absence de crise financière. Vous n'avez pas besoin d'avoir un camion de pompiers qui marche s'il n'y a pas de feu. L'union bancaire reste incomplète, ce qui est suffisant s'il n'y a pas de nouvelles crises importantes également. Les prêts non performants, finalement, sont absorbés, bon an, mal an. Et il n'y a pas de stratégie macroéconomique. L'application du pacte de stabilité est facilitée par un retour de la croissance. Donc finalement, ça ne va pas si mal. Et là, le risque de ce scénario au fil de l'eau, c'est qu'en cas de crise majeure, la Banque centrale européenne serait le seul acteur capable de faire quelque chose et devra jouer le rôle de prêteur en dernier ressort, y compris pour des acteurs qui peuvent être des banques ou des États insolvables. Donc c'est le fameux scénario de monétisation généralisée. On a un troisième scénario de renationalisation qui ressemble au deuxième, donc avec un ralentissement des réformes, pas de réforme majeure du mécanisme européen de stabilité, pas de finalisation de l'union bancaire, mais sur le plan macroéconomique, une renationalisation des règles budgétaires et un non-renflouement explicite comptant sur la discipline de marché. Et donc là, en cas de crise majeure, qu'est-ce qui se passerait? Une restructuration des dettes souveraines pouvant provoquer, via le système bancaire qui n'aurait pas été consolidé, un éclatement de la zone euro. Donc, vous pourrez réagir par rapport à ces 3 scénarios. Quel scénario va être sélectionné? On sait qu'il n'y a pas d'appétit pour l'intégration. Bon, c'est un peu une manière d'évacuer le problème, un peu paresseuse. Je pense qu'il faut se demander qu'est-ce qui est important pour le soutien populaire. Et il y a 3 choses qui sont importantes pour le soutien populaire. La première, c'est la protection des dépôts. On a tendance à l'oublier, mais il y a un fort soutien pour l'euro tant que les dépôts bancaires sont protégés. Le jour où ces dépôts seront plus protégés, peut-être le soutien populaire pour l'euro diminuera. Deuxième chose, pas de nouvelle crise économique à moyen terme. Les taux de chômage sont encore très élevés et les gouvernements manquent de munitions pour faire face à une nouvelle crise. Et donc ça, c'est un truc très important. Troisième chose, une intégration plus équitable avec un soutien aux perdants de l'intégration. Mais de l'autre côté du Rhin, une chose très importante aussi, c'est la taxation, pas de taxation sans représentation, qui est un vieux principe. La solidarité face aux réfugiés sont des choses aussi très importantes. Merci Agnès. Voilà. Merci beaucoup. Avant que chacun réagisse au scénario, ce qui est prévu, je demande à nos 3 panélistes, en 40 secondes, pas plus, de nous dire une image ou une idée, ou quelque chose qui les a frappés depuis un an, que ce soit concerne le Brexit ou ce qui s'est passé dans la zone euro. Alors, Caroline. Merci Dominique. Je suis ravie d'être parmi vous, mais c'est meilleur pour moi et surtout meilleur pour vous si je vous parle en anglais. Donc, I will move into English if I may. 2 very quick anecdotes. One, shortly after the referendum, one of the leaders of the UK supermarket industry is saying to me he's seen a spike in gin sales, and that is how things felt straight afterwards. A more serious image I have was walking into a French official, a very senior French official's office, and seeing all of the UK newspapers spread out on his desk. And we had a conversation about what he was reading in the UK newspapers. I came away realizing that we must talk to each other face to face. We must have a real communication, because communicating through second-order media is not the answer. It's one of the reasons I'm delighted to be here today. Benoît Cœuré.
Oui, bonjour à tous. Alors, je vais donner le mauvais exemple en ne répondant pas exactement à la question, mais je voudrais revenir aussi à un épisode, une anecdote, mais qui date d'avant le Brexit, mais qui est, je pense, très importante pour comprendre la manière dont le Brexit est vu dans la communauté de la zone euro, dans la communauté économique et financière dans la zone euro. C'est le 27 juin 2015, donc il y a exactement 2 ans. Les ministres des Finances de la zone euro se réunissent à Bruxelles pour boucler la négociation avec la Grèce, sur le sauvetage de la Grèce. Et ça ne marche pas, c'est un échec. On ne peut pas se mettre d'accord avec la Grèce. C'est un échec. Et l'après-midi du 27 juin, pour la première fois, et je l'espère pour la dernière, les ministres des Finances de la zone euro se réunissent à 18, sans le ministre grec. Et je peux vous dire que dans cette pièce-là, dans cette salle-là, l'ambiance n'était pas du tout à la célébration ou à la revanche. L'ambiance était funèbre. C'était une veillée funèbre. Il y avait un choc physique que ressentaient tous les participants, qui était de comprendre que la construction européenne, l'euro, n'était peut-être pas irréversible. Et c'était un événement d'une gravité infinie pour tous les participants. Et 15 jours plus tard, les chefs d'État de la zone euro ont décidé que la Grèce allait rester et qu'il fallait faire ce qu'il fallait, même si c'était difficile. Et c'est ce sentiment qui domine encore aujourd'hui. Donc la construction européenne est irréversible et le Brexit n'y change rien. Ross. La réflexion que je me suis faite, c'est qu'un homme, une femme peut tout changer. Je vais prendre 4 exemples. Cameron, il se rêvait en Churchill, il va finir en Mr Bean de la politique britannique. Theresa May, elle perd une élection imperdable. Je propose que nous envisagions de jumeler Maidenhead, sa circonscription, avec Sablé-sur-Sarthe. Corbyn. Vas-y. Corbyn, qui oscille entre l'équivoque et le loufoque, un quasi-septuagénaire en politique depuis 36 ans qui incarne le renouvellement, le jeunisme, qui flanque une raclée au Tory. Qui l'aurait cru il y a 1 an? Et finalement, revenons chez nous, Macron, qui y croyait 1 an? La roue tourne, c'est notre grande chance. Sachons la saisir. Ma conclusion, donc, en 1 an, la vision de l'histoire par Jules Michelet, la vision héroïque, un homme, une femme, peut tout changer. Merci. Alors, Benoît, on va revenir sur les scénarios. Sur les scénarios, comment va l'Europe? Comment va la zone euro? Quel progrès peut-elle attendre? Devons-nous, en 2017-2018, attendre une nouvelle politique monétaire? J'ai noté que dans Le Monde de jeudi, vous aviez publié des propos un peu alarmistes. Attention au choc futur. Oui, merci Dominique. La réponse est très simple. Il y a 1 an, la session comparable aux rencontres économiques était intitulée « L'Union européenne est morte, vive l'Union européenne ». Aujourd'hui, on parle du Brexit qui concerne un seul pays et personne ne parle de la mort de l'Union européenne. Donc la réponse est très simple, ça va beaucoup mieux. La croissance est revenue, elle est solide et les sondages auprès des citoyens européens dans tous les pays de l'Union européenne et en particulier de la zone euro montrent que la confiance dans l'Europe remonte. Donc il y a une inversion de tendance, alors peut-être fragile, qu'il faut consolider, qu'il faut transformer, mais il y a à la fois un environnement qui est favorable à l'Europe de croissance et un sentiment vis-à-vis de l'Europe qui s'améliore. Donc là, la réponse est très claire, oui, ça va mieux. Je voudrais réagir brièvement au scénario d'Agnès, puisque c'est comme ça que la discussion a été introduite, de manière très, très simple, peut-être simpliste. Bon, la renationalisation peut être pertinente dans certains domaines, mais c'est clairement pas la bonne manière d'exploiter les bénéfices de l'intégration économique. Et d'ailleurs, ça n'est pas seulement une question pour l'Europe, c'est une question pour le reste du monde. Et je voudrais là faire un lien avec la table ronde qui était remarquable sur la mondialisation avec Dany Rodrik et Tarman et d'autres. Dany Rodrik, il y a une quinzaine d'années, a parlé d'un triangle d'incompatibilité entre la démocratie, la souveraineté nationale et la mondialisation. Et une grande partie de la discussion tout à l'heure portait autour de ce triangle d'incompatibilité.
eh bien, l'Europe propose au monde une manière unique de dépasser ce triangle d'incompatibilité en créant un espace qui est un espace de droit, qui est un espace de démocratie, qui est un espace de règles communes, qui peut être un espace de protection entre 28 nations, peut-être malheureusement bientôt 27, on va en parler, mais pour l'instant 28. C'est un succès extraordinaire et on a la responsabilité de faire marcher ce projet, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour le reste du monde. C'est pour ça que la renationalisation n'est pas une option. La procrastination, malheureusement, est toujours une option. On est les champions du monde de la procrastination dans la zone euro. On fait ça très bien. On pourrait l'exporter. Ça améliorerait encore notre excédent courant. Mais il y a quelque chose que les politiques ne comprennent pas toujours très bien, en tout cas pas tous, qui est que la procrastination, c'est toujours coûteux. C'est toujours tarder pour régler les problèmes, ça finit toujours par coûter plus cher. Et je crois que la crise grecque en est le meilleur exemple. La manière dont l'Europe collectivement a traité la crise grecque a infligé des ravages absolument incompréhensibles vu de l'extérieur à la société grecque et finit par nous coûter plus cher. Donc à la fin, ça coûte plus cher. Il reste la consolidation, mais consolidation dans le sens britannique du terme, consolidation, qui est plus positif qu'en français. En français, on parle de consolidation quand on parle d'un os qui est cassé ou quand on parle d'un terrain qui est instable, alors qu'en anglais, la consolidation, c'est le renforcement, c'est l'approfondissement. Et je crois qu'on a besoin d'un double approfondissement. On a besoin d'approfondir par l'action, et ça commence dans chacun des pays membres, par les réformes, et ça sera l'objet des sessions suivantes, et on a besoin d'approfondir en construisant pour que notre union monétaire soit plus forte. Et c'était le sens de mon analyse dans Le Monde, Dominique, qui était de dire aujourd'hui ça va bien, mais que se passera-t-il lorsque la zone euro affrontera son prochain choc, la prochaine récession qui viendra dans 2 ans, dans 3 ans, peut-être dans 5 ans, le plus tard possible, mais qui viendra sûrement. Est-ce qu'on aura les instruments pour réagir? Aujourd'hui, on ne les a pas, donc il faut les construire. 3 remarques très courtes de conclusion. Première conclusion, on ne peut pas renforcer nos institutions, notamment dans la zone euro, sans légitimité démocratique. Donc il faut aussi relégitimer ou redémocratiser la construction européenne. Et pour ça, il faut que les citoyens eux-mêmes se remobilisent pour l'avenir de l'Europe. Il faut qu'ils en parlent. C'est ce qu'on fait aujourd'hui ensemble, mais il faut que ça ait lieu partout. Deuxièmement, il faut sans doute accepter une dose de géométrie variable. Parce que quand on réfléchit aux grandes priorités de l'Europe aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'euro et le domaine économique, c'est le changement climatique, c'est la défense, construire l'Europe de la défense, qui est un complément indispensable de l'union économique et monétaire. C'est, j'ajouterais, la cybersécurité, sur lesquelles on a des énergies dispersées et sur lesquelles il faut avoir une action commune. Le challenge pour les politiques, c'est comment combiner ces différentes priorités pour recréer un projet qui parle aux citoyens européens. Les priorités sont connues individuellement, mais la beauté de la politique, la magie de la politique, c'est de combiner tout ça pour créer un projet qui parle aux citoyens, et ça, malheureusement, on ne l'a pas encore. Bon, quid du Brexit dans ce contexte? Le Brexit, c'est une mauvaise nouvelle, c'est le choix des Britanniques, et ça ne doit pas remettre en cause la cohérence et l'intégrité du projet européen, qui, comme je le disais, est un projet de droit, un projet démocratique qui est là pour protéger les consommateurs et les investisseurs. Et notre mission en tant qu'institution européenne, c'est de protéger cette intégrité, y compris si les négociations, malheureusement, se passent mal. Et Madame Merkel a eu je trouve, résumé complètement cette discussion lorsqu'elle a dit il y a quelques jours l'avenir du reste de l'Union européenne a priorité sur la négociation du Brexit. Merci à vous, Caroline. J'ai envie de poser une question très simple. Comment ça va? Comment ça va l'industrie en Grande-Bretagne, l'économie en Grande-Bretagne? Quelles sont les perspectives? Bon, what I would like to do is talk a little bit about how firms across the UK have seen Brexit over the last year. So, what do I need to do here? Get closer to the mic. Okay. Is that better? Yeah. Very good. Ça va. On continue. Bon, so I think three phases really of where British business is. So immediately after the referendum, I can only describe it as shock. I stand before you here as somebody who I think spoke up for 200,000 British firms who did want to remain in the European Union. It was the exception who didn't. So the first few days and weeks after the referendum were shock. We saw a pause in investment. That is true.
Very soon after that, though, I would say by September, we were seeing a British business that was saying, let's now get on with it. Let's talk about the new relationship with Europe. This is a democratic decision. This is about making it work. And also about getting on with running their businesses. So the UK economy has been highly resilient over the last few months. The CBI, we've seen manufacturing order books at a 22-year high. Manufacturing is on the march, and tech investment has been strong. So we have seen that in the performance of the economy. But what is happening now is as we get closer to that date, so the date of March 2019, when the UK will leave the European Union, there are a lot of questions that British firms are asking, and I think European firms, who are also, we have many in our membership, are asking as well, which is what happens, what's the plan, how do we prevent a disorderly Brexit, and how do we minimise uncertainty? And that is beginning to bite, and I hear it amongst my members, and I hear it amongst firms in Europe as well, in the EU as well, the rest of the EU. So what should then happen? We have put a proposal on the table, which is about how we prevent a disorderly Brexit and create a transition, a bridge to a new deal that will bring certainty on both sides of the channel. And this is about a proposal where on the 1st of April 2019, there would be a bridge to a new deal, which involves the UK staying in the single market and a customs union until a final deal is agreed. And one of the biggest reasons for that is that our businesses are practical. And the idea of making two transitions, one to a staging post that we'd have to negotiate now, and then another one at the end of the final deal would be too demanding, too difficult, and more uncertainty. So it's a practical proposal that we hope will be welcomed by negotiating teams on both sides, because at the end of the day, this is about our mutual interest. It's about jobs and prosperity across our economies. And as I say, there are British firms who value hugely their relationship with the European Union. Thank you very much. Merci beaucoup. Il faut noter que cette proposition de garder le marché unique jusqu'à un accord final a suscité dans la presse britannique beaucoup de réactions depuis que vous l'avez formulée jeudi. Ross, un focus sur l'impact financier, en tout cas sur la finance du Brexit. Je répondrai en partie d'ailleurs à Carolyn. I don't know whether Brexit will be hard or soft. I'm tempted to think of it in terms of choice of eggs for an English breakfast, undoubtedly the best meal of the day at my Oxford College. So I will go for scrambled. Definitely not sunny side up. En fait, l'incertitude domine dans le sillage de la confusion politique qui règne au Royaume-Uni. Mais Caroline doit comprendre que, sauf à dénaturer le projet européen, attention, la quadrature du cercle n'existe pas. Rester dans le marché unique, c'est une chose, mais cela supposerait, au terme de la période que Caroline évoque en 2019, une acceptation par les autorités politiques britanniques de toutes les conditions de l'Union européenne, c'est-à-dire notamment l'application des réglementations européennes de manière dynamique pour veiller à ce que le playing field pour nos entreprises de notre côté de la Manche reste établi. Donc c'est une proposition qui est, comme on dit, intéressante, mais il faut qu'elle convainque l'environnement politique britannique que c'est faisable. Alors moi je me concentrerai sur les services financiers. En dehors du marché unique, pas de passeport financier européen. Et je crois, contrairement à ce que dit Caroline là, que pour les services financiers, on peut aller très vite. La période de transition d'ici 2019 est parfaitement réaliste. Certains évoquent des accords particuliers, des régimes d'équivalence qui permettraient la reconnaissance mutuelle d'une réglementation déléguée ou des droits de regard de régulateurs européens sur une activité située hors UE. Ça me paraît compliqué. Il faut reconnaître que ça aurait des fondements juridiques très précaires. Regardez l'exemple du traité entre l'Union européenne et la Suisse. Il n'y a pas d'accord spécifique en ce qui concerne les services financiers. Alors, cette précarité est parfaitement illustrée dans une proposition qui a été faite à Bruxelles récemment par un groupe de travail de la City. On y trouve une plaidoirie pour un Free Trade Agreement in Financial Services based on mutual recognition with joint supervision by UK and EU regulators. Il est précisé qu'il existerait une clause de suspension
en cas de circonstances extrêmes. On voit bien donc les limites de cette acrobatie, puisque c'est précisément en cas de circonstances extrêmes qu'il faut garder sa souveraineté. Alors, pourquoi envisager de telles concessions? On évoque la liquidité qui favorise le maintien de la concentration financière dans un seul lieu, Londres. C'est un argument qui est souvent évoqué, mais surtout par ceux qui sont bénéficiaires de cette situation. Il convient de mettre en balance cette prétendue efficience et les risques encourus en matière de stabilité du fait même de cette hyper-concentration. Notre intérêt à nous, Européens, est de rapatrier vers nos centres des activités financières qui sont aussi des enjeux de souveraineté. Souveraineté, j'ai évoqué les risques majeurs, mais souveraineté aussi puisqu'il s'agit bien souvent du financement de nos économies, de la gestion de notre épargne collective, et l'opinion publique, depuis la crise financière en 2008, est très sensible à ces sujets et ne comprendrait pas que l'Europe à 27 reste dépendante de la régulation dans une place offshore. Et alors, ça tombe bien puisqu'il existe des places financières européennes Il existe des places financières européennes parfaitement capables d'accueillir rapidement ces activités. Une au hasard, Paris. On y vient. Particulièrement bien placée, qualité des régulateurs, concentration des clients, du CAC 40 aux start-up, un écosystème de compétences, avocats, consultants, experts financiers, un vivier de talents financiers, beaucoup sont ici aujourd'hui comme étudiants, j'espère. Nous ne sommes pas les seuls. Il est vraisemblable que les grands acteurs ne mettront pas tous leurs œufs dans le même panier. Il y a plusieurs centres d'excellence dans l'UE 27. En fin de compte, l'hyperconcentration à Londres, qui a été induite par le marché unique et la création de l'euro, aura en fait été un phénomène passager et nous retrouverons donc un meilleur équilibre entre la City et le continent, puisque la City restera, et c'est notre intérêt collectif, un centre financier éminent. Il n'y a pas de honte, puisque les Britanniques ont fait le choix de nous quitter, à nous organiser pour gagner notre part de cette activité importante. Et cet effort ne se limite pas aux activités financières. Et je conclurai, puisque le thème de notre session est l'UE et la tentation de l'exit. Comme l'a dit Benoît Cœuré, la situation est désormais bien différente de celle qui prévalait ici en 2015 durant la crise grecque, une Europe en délitement. Aujourd'hui, personne n'en parle. La tentation de l'exit me semble aujourd'hui bien timide. Il nous reste des défis, et face à ces défis, nous avons besoin du Royaume-Uni, notamment en matière de défense et de sécurité. L'électorat britannique est déboussolé, peu inspiré par des chefs de parti qui ne semblent pas à la hauteur des choix auxquels votre pays, Caroline, devra faire face. Mais notre rivalité business, j'en ai évoqué un volet, ne devra pas nous faire oublier les leçons de la géographie et de notre histoire commune. It's not personal, it's just business and we still love you. Bravo. Vous le constatez. Vous le constatez à cette table ronde, nous allons véritablement au galop et au nom unanimement de cette table ronde, nous réclamons 2 minutes supplémentaires parce qu'il n'y a pas de raison que la renationalisation des politiques ne laisse pas de place à l'Europe. Je poserai 2 questions, une à Benoît, il y aura une question d'un étudiant qui est là. La question à Benoît est la suivante. Alors, puisque la zone euro, on l'a entendu, veut avancer, la zone euro malgré le Brexit, la zone euro est le moteur politique, quel est le regard de la BCE sur Emmanuel Macron et les politiques menées depuis 1 mois et demi, notamment sur le plan de la politique économique et le fait de repousser des sujets fiscaux, par exemple? Quel est votre regard? Bruno Le Maire, qui ne doit pas être loin, sera curieux d'entendre votre réponse. Non, il connaît déjà la réponse, donc je peux être très, très rapide. Bon, d'abord, ce n'est pas du tout le rôle de la BCE de donner un avis détaillé sur ce que fait le gouvernement français. Je ne pense pas que ça aide beaucoup le gouvernement français si on commence à faire ça, donc ce ne serait pas un cadeau à leur faire. Il y a une réponse politique qui est que tout le monde en Europe pense que la réforme économique en France est une condition nécessaire, et même la première étape nécessaire de la réforme de la zone euro. Et je pense que tout le monde est conscient de cette responsabilité. Et la réponse plus économique, c'est que sans se prononcer sur le détail de telle ou telle réforme, on a aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, une sorte d'alignement des astres avec la croissance qui revient, une bienveillance, un peu plus de bienveillance des citoyens à l'égard de l'Europe. En tout cas,
l'Europe a sa chance, disons, alors qu'il y a 6 mois, on considérait que c'était fichu. Maintenant, les citoyens sont prêts à donner sa chance à l'Europe, et donc il faut transformer cet essai. Et on a un retard d'investissement, notamment public, privé, partout en Europe, et donc on a les conditions d'un rebond économique qui est très fort. Pour ça, il faut une stratégie de réforme qui est globale et qui est complémentaire. Autrement dit, une stratégie qui consisterait à tout étaler sur le quinquennat, malheureusement, ne maximiserait pas l'impact économique aujourd'hui des réformes. Ce n'est pas une critique des décisions, que les choses soient claires, je ne suis pas en train de critiquer les décisions prises par le gouvernement, il y a beaucoup de contraintes, mais il faut donner un sens aujourd'hui de l'ensemble des réformes. Pour prendre un exemple qui est le marché du travail, flexibiliser le marché du travail, c'est bien, mais ça ne marche que si on donne aussi de la sécurité aux travailleurs. Et donc il faut aussi une réforme de la transformation professionnelle. Donc c'est ça. J'ajoute que une des contraintes qui s'impose au gouvernement, c'est de tenir les engagements qui ont été pris, notamment dans le domaine budgétaire, et notamment le 3%, qui est quelque chose dont nous nous félicitons, aussi pour une raison, aussi pour ses conséquences pour le reste de l'Europe. Une réflexion va s'engager sur les mécanismes budgétaires dans la zone euro, la réforme de la zone euro dans le domaine budgétaire. On ne peut pas dire aux autres ce qu'ils doivent faire si on ne respecte pas soi-même les règles. Merci à vous. Malheureusement, il n'y a pas le temps pour la question de l'étudiant qui était sur la culture. Alors, la question en 5, 10 secondes, 12 secondes, et la réponse en focus. Merci beaucoup. Merci à tous pour vos échanges intenses. Donc, je suis Cyril Ducatet, j'ai 23 ans, et comme tous les jeunes de ma génération, j'ai grandi avec des institutions européennes bien établies, et j'ai pu bénéficier de ponts, notamment culturels. C'est vrai, et nous sommes une génération qui est attachée à cette présence de ponts culturels entre les pays d'Europe. On a beaucoup parlé du Brexit avec un débat qui a été très, très orienté sur l'économie, et également ce matin. Très rapidement, qu'en est-il du projet culturel et multilingue de l'UE dans ce contexte? Merci. Ross et Agnès pour un mot. Ross. Vous avez raison, nous sommes concentrés sur l'économie, mais regardez les échanges dont vous venez d'être témoin. Aucun référendum, aucun choix politique ne changera l'amitié fondamentale que l'on trouve entre Européens, qu'ils soient de ce côté de la Manche ou de l'autre. Agnès, un mot de réponse qui sera aussi de conclusion. Donc je peux conclure peut-être très rapidement en 3 points. Premièrement, le Brexit est très structurant pour tout le monde, pour le Royaume-Uni, mais également pour l'Union européenne, puisque ça nous révèle par défaut la valeur du marché unique, ce que nous n'avions jamais fait. Deuxièmement, on n'en a pas parlé, mais le budget qui va être négocié pour 2021-2027 va être également très structurant, avec un gros risque de division Est-Ouest. Ce sera peut-être pour l'année prochaine. Et troisièmement, les divisions franco-allemandes restent très profondes, idéologiques. Et donc, pour avancer, il faut des compromis. Et donc, il faut choisir ses combats de part et d'autre du Rhin. Et parfois, on a l'impression que des deux côtés, on ne veut rien lâcher. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Il est 43, ça va.